Par le troisième postulat, nous voyons un lien étroit entre les grandeurs physiques mesurables et un objet mathématique, l'opérateur auto-adjoint, que nous avons vu lors du quatrième chapitre. Il est facile de voir que tous les opérateurs que nous avons introduits par le principe de correspondance, ce sont des opérateurs auto-adjoints. Prenons par exemple la grandeur physique impulsion, à laquelle nous avons déjà associé cet opérateur linéaire défini ainsi. Appliquons la définition d'adjoint d'un opérateur pour calculer l'adjoint de l'opérateur impulsion. En utilisant la définition de produit scalaire, on arrive à cette égalité. Ici, nous pouvons effectuer une intégration par partie en se rappelant que la fonction d'onde doit tendre vers 0 à l'infini afin d'être de module carré sommable. On retrouve que l'adjoint de l'opérateur impulsion est bien égal à l'opérateur lui-même. Cet opérateur est donc auto-adjoint, il s'agit donc bien d'une observable. Le carré d'un opérateur auto-adjoint est aussi auto-adjoint, comme on voit simplement par ce calcul. À partir de ces résultats, il est facile de montrer que les opérateurs énergie cinétique, énergie potentielle et hamiltonien sont aussi auto-adjoints, et donc que ce sont aussi des observables. Regardons maintenant les implications de ce troisième postulat. Considérons une observable A. Grâce au théorème spectral, on sait que l'ensemble des vecteurs propres orthonormés d'une observable forme une base orthonormée de l'espace des états. Cela implique donc que tout quête psi peut être écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base, donc des vecteurs propres de l'observable. Ici, nous supposons par simplicité que la base est discrète et qu'il n'y a pas de dégénérescence, c'est-à-dire qu'à chaque vecteur propre correspond une valeur propre différente. Indiquons ici par CI les coefficients de décomposition linéaire sur cette base. Nous savons que la norme d'un vecteur doit être unitaire, et nous savons aussi que la base est orthonormée. Autrement dit, le produit scalaire entre deux vecteurs de la base vaut 1 s'il s'agit du même vecteur et 0 autrement. Cela implique nécessairement que la somme des modules carrés des coefficients de décomposition linéaire doit valoir 1. Calculons maintenant la valeur moyenne de l'observable A dans l'état psi. Par définition, il faudra effectuer ce produit scalaire, que nous pouvons réécrire ainsi. En appliquant ici l'équation aux valeurs propres, nous pouvons écrire ce passage et obtenir finalement ce résultat, où nous pouvons faire le dernier passage parce que la base est orthonormée. Or, nous savons aussi qu'une valeur moyenne est donnée par la théorie des probabilités tout simplement par la somme des produits des valeurs possibles par la probabilité de mesurer chacune des valeurs, indiquée ici par PI. En regardant ces deux expressions, on remarque que cette égalité est satisfaite, c'est-à-dire que le module carré du coefficient de décomposition linéaire CI correspond à la probabilité de mesurer la valeur propre AI. Cette observation donne donc un sens physique au coefficient de décomposition linéaire. Puisque mesurer la valeur AI correspond à projeter le système dans l'état propre alpha I, le module carré du coefficient de décomposition CI correspond à la probabilité de projeter le système dans l'état propre alpha I. J'insiste ici sur le fait que le résultat d'une mesure ne peut être qu'une valeur propre de l'observable. Mais la moyenne d'un grand nombre de mesures peut donner a priori n'importe quelle valeur, vu que l'on prend la valeur moyenne de l'ensemble des valeurs possibles. Il est ainsi facile de voir que si le système est dans un état propre, supposons l'état alpha i, alors la mesure de l'observable A donnera le résultat AI avec certitude. En effet, si par exemple le système est dans l'état alpha i égale à 2, où ici la constante phi est réelle, cela veut dire que le coefficient C2 est de module unitaire et les autres coefficients valent 0. Lors d'une mesure de l'observable A, la probabilité de mesurer la valeur A2 vaut donc 1 et les autres valent 0. D'ailleurs, si on calcule dans ce cas la valeur moyenne, on retrouve bien A2 et si on calcule l'écart quadratique moyen, on trouve qu'il vaut 0. Autrement dit, la mesure donnera la valeur A2 avec certitude et le système restera donc dans l'état propre correspondant. Afin de mieux comprendre ce que l'on veut dire quand on parle de probabilité pour le système d'être projeté dans un état, regardons l'exemple de la polarisation de la lumière, que nous avons déjà vu en partie au troisième chapitre. Un état quelconque de polarisation peut être vu comme la somme de deux états de polarisation orthogonaux, l'état de polarisation horizontale selon Y et l'état de polarisation verticale selon X. Nous pouvons réécrire les états de polarisation en utilisant le formalisme de Dirac. Nous avons deux états propres qui sont bien orthogonaux
Et nous pouvons écrire ainsi un vecteur d'état quelconque dans la base formée par ces deux états propres. Imaginons maintenant d'avoir deux polariseurs. Je vous rappelle qu'un polariseur laisse passer la lumière ayant une polarisation parallèle à son axe, dans ce cas l'axe vertical. Si les deux polariseurs ont l'axe parallèle, toute la lumière sortante du premier polariseur passera aussi à travers le deuxième polariseur. Par contre, si on croise les deux polariseurs à 90 degrés, eh bien, il n'y aura pas de lumière sortante du deuxième polariseur. Si les deux axes forment un angle θ, eh bien, l'intensité lumineuse varie comme le cosinus carré de l'angle entre les deux axes, connu en physique classique sous le nom de loi de Malus. Nous pouvons interpréter cette expérience avec nos connaissances de physique quantique. Tout d'abord, nous savons que la lumière est composée de quanta d'énergie, autrement dit de photons. Quand un photon interagit avec le polariseur, deux cas peuvent se produire. Si le photon a une polarisation parallèle à l'axe du polariseur, alors il est transmis et il passe donc à travers le polariseur. Par contre, s'il y a une polarisation qui est orthogonale à l'axe du polariseur, eh bien, il est absorbé et il est donc bloqué par le polariseur, c'est-à-dire il ne passera pas à travers. Ici, ces deux états de polarisation horizontale et verticale sont des états propres qui forment une base dans l'espace des états de polarisation possibles. Un état de polarisation quelconque, fait un angle θ avec l'axe du polariseur, s'écrira donc comme superposition linéaire des deux états de la base. Or, la probabilité que le photon franchisse le polariseur correspond à la probabilité qu'il soit projeté lors de la mesure dans l'état vertical, ce qui est égal au module carré du coefficient de décomposition linéaire, donc à cosinus θ au carré. De même, la probabilité que le photon soit absorbé est donnée par la probabilité qu'il soit projeté dans l'état horizontal, ce qui donne sinus θ au carré. Cet exemple nous permet de mieux comprendre ce que c'est un état, une décomposition sur une base, ainsi que la probabilité d'être projeté dans un état lors d'une mesure. Regardons maintenant un autre exemple, toujours concernant la projection d'un état lors d'une mesure, celui des fentes de Young. Nous avons vu précédemment que l'électron étant délocalisé lors de son passage par les fentes, il formait une figure d'interférence sur l'écran. Mais si à présent on mesure par quelle fente passe l'électron, nous allons le localiser dans une fente ou dans l'autre. Il n'est alors plus délocalisé. Son état après la mesure sera donc caractérisé soit par la fonction d'onde ψ1, soit par la fonction d'onde ψ2, selon la fente dans laquelle nous l'avons localisé lors de la mesure. Dans ce cas, il n'y aura plus de superposition possible entre les fonctions d'onde ψ1 et ψ2, et donc nous n'observons plus de franges d'interférence. Il est important ici de mentionner une petite complication technique qui apparaît en présence d'un cas de dégénérescence que nous avons défini au 4e chapitre. En effet, s'il y a une dégénérescence d'ordre k de la valeur propre AI, cela implique qu'il y a k vecteurs propres différentes qui correspondent à la même valeur propre AI. Dans ce cas, si le résultat de la mesure est la valeur propre AI, nous ne pourrons pas connaître l'état du système après la mesure. On pourra juste dire que l'état du système appartient au sous-espace propre correspondant à la valeur propre AI. Dans ce cas, la probabilité de mesurer la valeur propre AI est donnée par la somme des probabilités associées à chacun des états propres appartenant au sous-espace propre correspondant à la valeur propre AI.